Bonjour, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, soit Médicaments et vieillissement, conseils pour les personnes aidantes. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. L'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario offre des webinaires en direct d'une durée d'une heure, présentés par des experts en la matière sur différents sujets d'actualité importants pour les personnes aidantes naturelles. Notre but est d'offrir du soutien et des ressources aux personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un tel qu'un membre de la famille, un ami ou un voisin. Mon nom est Anne-Marie Boutiette, je suis la responsable régionale à l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et je suis votre modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un moment pour reconnaître les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons sur un espace virtuel, il est important de reconnaître cette terre où nous vivons tous et toutes. Je me joins à vous de Cookburg, au bord du lac Ontario, territoire traditionnel des peuples Mississauga, Anishinaabe, Wendake, Neonwensio et Haudenosaunee, couvert par les traités de Williams signés en 1923. En tant que colonisateurs et colonisatrices, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir aux territoires sur lesquels vous vous trouvez. Et si ce concept est nouveau pour vous, vous pouvez utiliser la carte interactive qui sera partagée dans la boîte de discussion afin de vous aider à identifier le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez. Donc, médicaments et vieillissement, conseils pour les personnes aidantes. Les médicaments peuvent être très bénéfiques, mais avec l'âge, le corps devient souvent plus sensible à leurs effets. Certains médicaments qui pouvaient être appropriés auparavant peuvent ne plus être nécessaires ou même présenter des risques. Aujourd'hui, nous accueillons le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Cette séance vous fournira des renseignements précieux et des conseils pratiques pour vous aider à déterminer si les médicaments de la personne aidée sont toujours nécessaires et bénéfiques. Dans cette présentation, nous aborderons comment le vieillissement peut augmenter la sensibilité aux médicaments, l'importance des revues de médicaments régulières, comment collaborer avec les professionnels de la santé pour prévenir les effets secondaires indésirables, les questions essentielles à poser au sujet des médicaments de la personne aidée pour leur utilisation sécuritaire et des ressources gratuites et utiles pour une utilisation sécuritaire des médicaments pour les personnes aidantes. Le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription est formé de membres de différents domaines, incluant le communautaire, la clinique, l'éducation, la recherche et les politiques publiques. Ensemble, ils font la promotion de l'usage sécuritaire et approprié des médicaments en produisant, en partageant et en appliquant des données probantes. Notre conférencière aujourd'hui est Koubra Korkmazer. Koubra est pharmacienne belge, diplômée de l'Université catholique de Louvain à Bruxelles en 2021. Après 3 ans d'expérience en pharmacie communautaire en Belgique, elle poursuit actuellement un échange professionnel au Canada, incluant un stage d'un semestre à l'Institut de cardiologie de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement à la déprescription chez les personnes âgées, un sujet auquel elle a consacré son travail de fin d'études. Alors, Koubra, je te souhaite la bienvenue parmi nous et je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup Anne-Marie pour avoir fait l'introduction. Pour commencer, je m'appelle Fubra, je suis pharmacienne belge et aujourd'hui je suis ici et je suis honorée de présenter un sujet qui me tient tellement à cœur, qui est le sujet de la déprescription, qui est un sujet qui touche quand même pas mal de personnes dans la population, notamment les personnes âgées. Alors, durant la présentation, on va avoir ensemble différentes perspectives et nous avons quelques questions. On va commencer à répondre tous ensemble. On va essayer de voir pourquoi certaines patients ou certaines populations sont beaucoup plus sensibles aux médicaments en vieillissant. Et lorsqu'on parle de médicaments, on parle toujours des effets bénéfiques, mais qui dit médicaments dit aussi effets secondaires possibles. Dans quel cas est-ce qu'on peut parler de risque pour des médicaments? Puis après avoir fait tout le processus, on va voir comment est-ce qu'en tant que patient, mais en tant que proche aidant, vous pourrez aider vos proches, mais aussi travailler en collaboration avec des professionnels de la santé pour pouvoir prévenir les effets néfastes des médicaments. Alors, j'aimerais tout justement commencer par dire que la présentation actuelle a été rendue possible grâce aux contributions financières de l'Agence des médicaments du Canada. Donc, je tiens à remercier pour leur contribution et pour avoir fait possible de donner cette conférence aujourd'hui.
Je tiens quand même à déclarer que j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec la présentation actuelle et c'est un plaisir de le présenter aujourd'hui pour vous. Euh, J'aimerais également commencer la présentation en reconnaissant aussi les nombreux membres et partenaires de notre réseau qui vivent dans des dizaines de communautés à travers le Canada. Ces communautés se trouvent sur des terres traditionnelles et des territoires couverts par des traités de nombreux peuples, comme les Premières Nations Unies, les Inuits et Métis, qui possèdent tous des langues, des cultures et des visions du monde uniques. Pour ma part, je suis située dans la ville de Toronto. Et sur la slide que vous voyez actuellement, ça représente différentes nations autour de la ville de Toronto. Je reconnais que les terres sur lesquelles je me situe est un territoire traditionnel pour de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, qui abritent maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Nuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto est couvert par les traités 13 avec les Mississaugas du Crédit et que nous avons aussi des liens profonds avec ces nations qui entretiennent avec la terre et je reconnais ma responsabilité envers ma communauté autochtone et respecte les droits et leur patrimoine et soutiens ce qu'on appelle la réconciliation. Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer par la reconnaissance territoriale? Parce qu'il est essentiel de comprendre l'histoire qui nous a amenés à vivre sur ces terres et de réfléchir à notre rôle dans cette histoire. La colonisation n'appartient pas uniquement au passé, c'est un processus au cours duquel nous devons prendre la responsabilité en œuvrant pour la réconciliation avec les communautés autochtones qui nous entourent et reconnaître les communautés à qui ces tiens appartiennent sur lesquelles nous nous trouvons est une façon de commencer à travailler. Et si je peux dire, ce n'est que le début. Et durant le webinaire, nous avons également parlé de l'utilisation sécuritaire des médicaments et la surconsommation au Canada. Et il est quand même important de savoir et de reconnaître que les peuples autochtones ont connu des inégalités dans de nombreux domaines en termes de santé, mais aussi en termes de surcharge de médicaments. Et en tant que réseau, nous nous engageons à établir des relations solides avec la communauté autochtone et à co-créer des initiatives qui reflètent les priorités des communautés en matière d'utilisation de médicaments ancrés dans les savoirs et les pratiques autochtones. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on prend des médicaments? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre des médicaments? Eh bien, figurez que oui, parce que les médicaments sont nécessaires pour différentes choses, notamment pour soulager les symptômes. Lorsqu'on a, par exemple, des douleurs ou de la fièvre, on peut traiter en prenant, par exemple, un Advil ou un Tylenol. Donc, dans ce cas-là, un médicament est nécessaire. D'autres cas où un médicament peut être nécessaire, c'est lorsqu'on est affecté par des maladies chroniques, notamment comme le diabète, la haute pression, l'arthrite. Ce sont des maladies qui vont altérer la qualité du patient. Et donc, on va mettre en place des médicaments pour pouvoir non seulement augmenter la qualité de vie du patient, mais également augmenter l'espérance de vie. Autre aspect où les médicaments sont nécessaires, notamment lorsqu'on a des infections pulmonaires, des infections dentaires, on traite avec des antibiotiques. Mais l'idée aujourd'hui avec le webinaire, c'est de vous dire, oui, on utilise des médicaments, on a quand même pas mal de bienfaits, mais qui dit médicament dit aussi bienfaits, mais aussi des effets secondaires qui peuvent y arriver. Et le but aujourd'hui, c'est d'examiner l'utilisation sécuritaire en tant que société, mais aussi qu'individu. On va mettre en lumière, enfin, je vais mettre plutôt en lumière les risques qui peuvent être associés aux médicaments. Vous allez voir tout au long du slide, on va commencer à voir les problématiques qui peuvent être possibles avec les médicaments. L'idée, c'est vraiment de vous donner une idée, un aperçu qui peut exister pour vraiment prendre en charge votre santé et devenir acteur de votre santé. Donc, ce n'est pas du tout, le but n'est pas de vous inciter à arrêter vos médicaments, surtout pas. L'arrêt d'un médicament ou ce qu'on va voir, la prescription, la déprescription, ce sont toutes des décisions qui se prennent de manière partagée avec les professionnels de la santé et les proches aidants. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe des médicaments? Donc, on a vu qu'il y a bien sûr des avantages, mais il y a également beaucoup de risques, et notamment en tant que professionnel de la santé, en tant que pharmacienne, médecin, mais infirmier, on est de plus en plus préoccupé par les effets nocifs des médicaments
Et on n'est pas les seuls à être inquiets. Nous avons les aînés au Canada, rapportent selon un sondage que les effets secondaires des médicaments font partie de leurs préoccupations principales en termes de santé. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on va essayer de voir ensemble les raisons pour lesquelles ces personnes-là, surtout le public âgé et d'autres publics également, on va voir qu'ils ne sont pas les seuls qui sont impactés par les risques, doivent être particulièrement attentifs à leurs médicaments et ainsi dans le but de minimiser les risques et de maximiser les bénéfices du médicament. J'aimerais peut-être commencer avec une question au public. À votre avis, quelle est la proportion d'aînés qui vit au Canada et qui prennent 5 médicaments d'ordonnance ou plus par jour? Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Je vais attendre quelques petits. Ouais, 80, 80% de patients. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Bah, figurez-vous que c'est pas 80, mais c'est quand même un pourcentage assez élevé. On est dans les proportions de 65% de de personnes âgées qui prennent 5 médicaments en plus par jour. Et la proportion de patients qui prennent plus de 10 médicaments d'ordonnance par jour, au Canada, nous sommes dans les environs de 26%. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes qui sont sous un médicament quotidien. Une dernière question avant de poursuivre. À votre avis, quel est le pourcentage de personnes de plus de 85 ans qui prennent plus de 10 médicaments d'ordonnance ou plus? Si je vois qu'un petit message, 60%. On est moins de 60, mais c'est quand même un pourcentage assez élevé. On est dans les histoires de 39%. Alors, je mettrai l'action euh, sur la population âgée, parce que c'est une population qui est assez importante, parce qu'elle représente quand même 7,3 millions d'aînés au Canada. Avant de commencer peut-être à détailler ce public, il est important de mentionner que c'est un public très diversifié, c'est un groupe très hétérogène. On peut avoir des patients qui ont 80 ans, qui sont totalement indépendants, qui vivent une vie très dynamique, qui sont très actifs. Puis de l'autre côté, des patients qui ont 80 ans, mais qui sont plutôt dépendants, qui ont besoin d'aide de leurs aidants proches ou d'infirmiers. Euh, Donc, il existe autant de types de personnes âgées que de jeunes. Et ici au Canada, on remarque que la grande majorité des aînés vivent de manière indépendante dans la communauté. Et plus de la moitié déclarent être en bonne santé. Mais on est dans les histoires de 75 à 80% de patients âgés qui vivent avec plusieurs maladies chroniques. Qui dit maladie chronique dit qu'il faut être traité par des médicaments. Qui dit médicaments dit effet de risque ou de bénéfice pour ces patients. Notamment, vous avez déjà remarqué ça, que les personnes âgées sont de plus en plus sensibles aux effets secondaires. Et qu'est-ce qui peut être la cause de cette sensibilité? Est-ce qu'ils sont les seuls publics à être sensibles aux effets secondaires? On va voir ça tout de suite, tout ensemble. Durant le vieillissement, on a vraiment deux gros soucis qui se... C'est pas souci, mais c'est vraiment deux aspects où il faut voir la personne âgée. Dans un premier temps, c'est le vieillissement de la physiologie. Qui dit plus vieux dit plus apte à avoir des maladies chroniques. Qui dit maladie chronique dit qu'il faudra prendre beaucoup plus de médicaments. Et lorsqu'on prescrit, on choisit un médicament à un patient, surtout pour les personnes âgées, on va regarder cette balance bénéfice-risque d'un médicament parce que cette balance bénéfice-risque ne va pas être la même chose pour une personne jeune qu'une personne âgée. Avec le vieillissement, bien sûr qu'il y a quand même pas mal de changements au niveau physiologique. Notamment le cerveau va devenir beaucoup plus sensible aux effets des médicaments. On va avoir les organes, notamment le foie, les reins, les intestins, qui vont commencer à fonctionner de manière plus lente. Ce qui dit plus lent dit que lorsqu'on prend un médicament, le médicament va rester beaucoup plus longtemps dans le corps. Qui dit beaucoup plus longtemps dit que les effets vont être beaucoup plus prolongés que ce qui se devra. Donc ça veut dire que si on a un effet bénéfique, elle sera plus longue. Si on a un effet secondaire, elle sera plus longue également. Mais est-ce que ce sont le seul public qui est quand même à risque pour les effets secondaires? Et figurez que non.
On a quand même les personnes âgées de plus de 65 ans, mais également les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Et une troisième catégorie, ce seront les femmes. On va voir avec la slide suivante pourquoi est-ce que les femmes sont plus sujets à, à sentir les effets secondaires plus que les hommes. Ça a plusieurs explications, notamment dues à la biologie et à la physiologie féminine, qui fait qu'on a plus tendance à subir les effets nocifs des médicaments. On est beaucoup plus émotionnel, on sent plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une deuxième explication peut être le fait que les femmes vont plus souvent consulter un médecin que les hommes et donc vont être beaucoup plus sujets à prendre des médicaments. Et également le fait qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les hommes. Qui dit plus longtemps, l'espérance de vie qui est plus longue, dit plus sujet à avoir des maladies chroniques. Qui dit sujet à maladies chroniques dit devoir prendre beaucoup plus de médicaments. Et donc toutes ces causes expliquent pourquoi les femmes sont beaucoup plus sujets à avoir des effets secondaires. Alors, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant va vous amener à quelque chose qui est super intéressant. C'est le sujet de la surcharge de médicaments. Qu'est-ce que surcharge et pourquoi est-ce que c'est important, notamment euh, dans le sujet des personnes âgées? On parle d'un surcharge de médicaments lorsqu'on prend plusieurs médicaments, donc une combinaison de médicaments, et qui commence à faire plus de tort que de bien. Donc cette balance bénéfice-risque que j'avais expliqué au début tend plus vers néfaste que bénéfique. Et plus on a de surcharge de médicaments, donc plus on a de médicaments, plus on a des risques d'avoir des effets secondaires. Et quels que peuvent être les risques qu'une patiente peut courir? C'est notamment des effets comme des risques de chute. Euh, Plus un patient âgé prend des médicaments, plus ça altère sa qualité, sa fragilité. Elle peut être beaucoup plus conflue, peut avoir plus de problèmes de mémoire, parce que le médicament va durer plus longtemps, les effets vont être beaucoup plus importants. Qui dit confusion, dit problème de coordination, problème de mobilité. Donc, il y a des risques beaucoup plus importants de chute. Et parfois, il y a souvent des patients qui chutent, des personnes âgées qui chutent ont plus tendance à avoir des fractures. Et chez les aînés canadiens, ce qu'on remarque aussi que dans la majorité des hospitalisations chez les personnes âgées sont liées quand même à des blessures qui proviennent dues à une chute. Et autre risque qui peut être possible, c'est notamment les interactions médicamenteuses. Plus vous prenez plusieurs médicaments en même temps, plus il y a des risques que ces médicaments interfèrent entre eux. Et donc, qui peut soit augmenter l'effet de l'un, soit diminuer l'effet de l'autre. Pourquoi est-ce que je vous ai expliqué les effets secondaires d'hospitalisation? Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a 6 à 12% des hospitalisations chez les personnes âgées qui sont souvent dues aux effets secondaires des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ces chutes auraient pu être évitées si on aurait pu voir qu'il y a des effets secondaires qui auraient pu en fait être évités, donc on aurait pu éviter les hospitalisations. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires qui passent inaperçus. Et donc notamment, l'idée aujourd'hui de faire ce séminaire, c'est vraiment de vous pointer, vous clarifier sur, il y a des choses qu'on peut vraiment actionner avant que les problèmes arrivent. À part les risques de chute, de troubles de mémoire, d'interaction médicamenteuse, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver avec la surcharge des médicaments, notamment des risques d'oubli, qui est quand même assez souvent, ou alors faire des erreurs en prenant des médicaments. Lorsqu'on parle de surcharge de médicaments, on a tendance à penser que à des médicaments sur ordonnance, mais ce n'est pas tout. Il y a également les produits de santé naturelle. On a tendance à prendre en pharmacie sans ordonnance, notamment les vitamines. Les plantes médicinales font partie des médications. Euh, Autre médication possible, c'est la médecine traditionnelle, notamment les remèdes à base de plantes, d'animaux, de minéraux. Également les médicaments en vente libre, notamment le Tylenol, la Ville. Ce sont également des médicaments qui peuvent provoquer des effets secondaires ou des interactions avec les médications que vous prenez. Ce qui est important de mentionner, c'est que de nombreux patients oublient quand même souvent d'informer la professionnelle de santé au sujet de ces médicaments-là. Et donc, en tant que pharmacienne, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de mettre au courant vos professionnels de la santé, de dire, OK, je prends ça, est-ce que
il y a des problèmes d'interférence avec ces médicaments, ce que tu pourrais vérifier afin d'éviter les effets secondaires qui pourraient arriver dans le futur. Les drogues sont aussi un chapitre assez important qui peuvent également avoir des effets indésirables lorsqu'elles sont prises en même temps avec les médicaments. L'alcool, le cannabis et d'autres drogues récréatives peuvent intervenir avec des médicaments et entraîner des risques très graves qui peuvent parfois aller jusqu'à mettre la vie en danger. Par exemple, prendre du cannabis avec un médicament provoquerait de la somnolence, pourrait intensifier les effets de la somnolence, donc ça pourrait entraîner de la confusion, des étourdissements, euh, des chutes potentielles. Mélanger l'alcool avec certains médicaments peut également causer de la nausée, des maux de tête, de la somnolence, des évanouissements ou une perte de coordination. Et donc cela peut également augmenter le risque de saignement interne, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Donc ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il faut tout le temps informer votre professionnel de la santé. Écoute, je prends ça, est-ce que je pourrais prendre pour bien s'assurer et éviter. Donc on a pu voir ensemble ce qu'est la surcharge de médicaments. C'est de prendre plusieurs médicaments en même temps. Ok, le nombre de médicaments est important, doit être surveillé, mais ce n'est pas le seul souci. Ce qui a été aussi démontré chez les personnes âgées, c'est qu'il y a un groupe de médicaments qu'on appelle les médicaments à risque. C'est vraiment une catégorie assez spéciale qui sont des médicaments qui apportent beaucoup plus de risques que de bénéfices potentiels pour les personnes âgées. Donc cette balance, elle va d'office être plus néfaste que les risques. On va voir un exemple de médicament à risque tout de suite à la dia suivante. Et en tant que professionnel de la santé, ce qu'on va faire, c'est éviter de prescrire ce genre de médicaments à ces patients et de trouver des alternatives plutôt non médicamenteuses ou beaucoup plus soft pour le patient. Un exemple qui est assez connu et courant, ce sont les pilules pour dormir, notamment les somnifères. Euh, c'est un vrai bel exemple de médicaments à risque pour surtout les personnes âgées, où on voit nettement que les inconvénients vont emporter sur les bienfaits chez les personnes de plus de 65 ans. Quels peuvent être les effets des somnifères chez une personne âgée? On a dit que la personne âgée a un métabolisme qui est beaucoup plus lent, donc l'effet va être beaucoup plus long. Donc cet effet de somnolence va être beaucoup plus long. Ça va provoquer des troubles de mémoire chez la personne âgée, des problèmes de coordination. Elle va être beaucoup plus confuse, elle va être beaucoup plus endormie. Donc un médicament, par exemple, qu'un jeune prendrait qui durait 6 heures, chez un patient âgé, pourrait durer jusqu'à 8, 12, 24, selon la molécule. Euh, Autre chose qui peut être aussi causée par les pilules pour dormir, c'est de la somnolence diurne. Ça peut souvent provoquer une fatigue importante, persistante durant la journée et qui va potentiellement impacter les activités de la personne âgée. Et donc, il n'est pas très rare que j'entends des patients qui disent bah, je me sens quand même assez fatiguée depuis que je prends les somnifères, c'est tout à fait possible. Donc, oui, les pilules à dormir, ce sont des médicaments qui aident. On peut très facilement s'endormir. Ici, on a un exemple de 14 minutes en moyenne pour pouvoir dormir avec un somnifère. Mais de l'autre côté, on a quand même des risques de chute, de fracture, d'accident de voiture, problème de coordination, problème de confusion, problème de mémoire. Et là, on voit clairement que cette balance bénéfice-risque est beaucoup plus néfaste pour les personnes âgées que les effets positifs. Et donc, ce qu'on va faire pour ces patients-là, c'est éviter bien sûr de prescrire des somnifères et essayer de trouver des alternatives qui seraient plutôt non médicamenteuses. Et une possibilité qui est assez connue, c'est la thérapie du sommeil, qui est quand même une approche non médicamenteuse, qui pourrait quand même aider les patients à trouver leur sommeil. Et on a un exemple ici d'une ASBL, une organisation canadienne, qui est quand même assez spécialisée en termes de thérapie du sommeil. Donc, si vous avez des patients, des proches aidants qui ont quand même des soucis d'insomnie, ce serait peut-être intéressant de jeter un petit coup d'œil. Leur site internet est ici, c'est mieux dormir.ca. Ça peut être une approche beaucoup plus intéressante pour la personne âgée. Donc, on a des médicaments qui sont à risque, mais ça ne veut pas dire que les patients n'en prennent pas. Je vais quand même vous poser la question, à votre avis, combien de patients de plus de 65 ans au Canada prend au moins un médicament à risque? Si vous voulez mettre vos réponses dans le chat, vous êtes les bienvenus. Je sais pas.
on a 38% des hommes qui utilisent au moins un médicament à risque et 48% pour les femmes. Là aussi, on voit que les femmes sont beaucoup plus a tendance à beaucoup plus prendre des médicaments à risque que les hommes. Hum, Alors, on a vu jusqu'à maintenant tous les aspects au niveau de la qualité de la vie qui peut altérer la qualité de vie des patients, mais ce n'est pas le seul souci que la surcharge des médicaments peut causer. Il y a tout aussi un aspect financier et environnemental que je vais passer très brièvement, mais qui est quand même assez important à mentionner. Prescrire des médicaments à risque coûte beaucoup, également aussi pour la société. Les coûts vont comprendre non seulement le paiement de ces médicaments, mais également les coûts de ces soins de santé, les hospitalisations de ces patients, qui peut aller jusqu'à des dépenses de 1 milliard de dollars par année. Donc c'est quand même assez un poids aussi pour la société en termes de finances. Un autre aspect qui peut être aussi nuisible, c'est par rapport à l'environnement, notamment en produisant des émissions de gaz à effet de serre et de contribution au réchauffement climatique. On va contribuer à la contamination de l'eau et du sol. On va causer de la perte de biodiversité, etc. Donc ici, je vous propose de voir ensemble une histoire qui est fictive, l'histoire de Fiona, une jeune femme de 69 ans, pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait passer de la théorie à la pratique et pour vous donner des lumières, des pistes pour si vous avez des patients ou vous êtes proche aidant, des patients qui seraient peut-être concernés avec cette surcharge de médicaments, comment est-ce qu'on pourrait dealer avec ça, quelles sont les alternatives possibles pour pouvoir prévenir si jamais c'est le cas de quelqu'un qui vous entoure. Donc si on a Fiona qui a 69 ans, elle se dit elle sent de plus en plus qu'elle est étourdie, surtout le matin en se levant. Elle dit qu'elle est quand même sans énergie et qu'elle est quand même un petit peu enqueuse à l'idée de sortir, de voir ses potes, ses amis prendre un petit café. Et lorsqu'on regarde les médicaments que Fiona prend, elle est suivie pour son diabète et sa tension artérielle. Hop, j'ai été trop vite. Donc ici, la question, ça veut dire, mais comment est-ce qu'en tant que patient ou alors en tant que proche aidant et aussi en tant que professionnel de la santé, on pourrait travailler ensemble pour prévenir les risques qui pourraient être liés aux effets, les risques qui pourraient être liés aux médicaments. Et si on voit que la qualité de vie de Fiona est en train d'altérer, depuis qu'elle a commencé ses traitements, elle a quand même un changement au niveau de la qualité de vie. C'est des petits signes. Est-ce qu'on pourrait jouer, faire des petits changements pour améliorer sa qualité de vie? Là, je vais vous conduire à un concept qui est le concept de la déprescription. Euh, c'est un concept qui est quand même une des solutions qui pourrait être amenée au problème de la surprescription. Surprescription, c'est un patient qui a plus de médicaments que ce qu'il en a besoin. Donc, il y a une surprescription. Ou alors l'utilisation des médicaments à risque. On pourrait déprescrire des médicaments qui causeraient beaucoup plus de tort que de bien aux patients. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la déprescription? C'est soit l'idée de cesser, arrêter un médicament, ou alors de réduire la dose d'un médicament dont les effets néfastes sont beaucoup plus importants que les effets bénéfiques. La déprescription a pour objectif de maintenir, mais également d'améliorer la qualité de vie du patient. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que lorsqu'on prescrit un médicament à un patient, il devrait également y avoir un plan en place afin de savoir si ce médicament doit être réévalué, si voir avec le temps comment ça se passe, si les choses s'améliorent, est-ce qu'on pourrait diminuer la dose ou carrément arrêter la médication pour le patient. Un point qui est super important, la déprescription, c'est une décision qui est partagée, qui se prend avec le patient, ses professionnels de la santé, donc le médecin, l'infirmière ou le pharmacien, en collaboration, en essayant de voir quelles sont les attentes du patient, ce que le médecin vise en termes de santé, et de trouver le juste milieu dans le but de mettre la santé du patient au centre. Ce qui est important, c'est la qualité de vie du patient. Ici, j'ai un petit graphique qui vous montre quand même le processus de prescription. Euh, on a tendance à dire que lorsqu'on a un médicament qui est prescrit par un médecin, il ne suffit juste à le prendre et puis il n'y a plus d'étapes à le faire. Mais ce n'est pas le cas.
Lorsqu'on prescrit un médicament, on le prend, mais il faut savoir, essayer de voir s'il y a une date de fin qui est précisée. Si ce n'est pas le cas, si le médecin n'a pas précisé de date de fin, il est quand même important de faire une réévaluation régulière de la médication par un professionnel de la santé, ce qu'on appelle une revue médicamenteuse. C'est-à-dire, on prend en global toutes les médications. Je vais vous expliquer ça plus en détail avec le stade suivant, mais en gros, c'est prendre en revue toute la médication que le patient prend, toutes les posologies, les indications, et essayer de voir en collaboration, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que les conditions sont améliorées? Est-ce qu'on pourrait modifier quelque chose, toujours dans l'idée de augmenter la qualité de vie du patient? Donc la revue de médication est quand même une étape assez intéressante et nécessaire, souvent à effectuer souvent avec un professionnel de la santé, pour s'assurer que tous vos médicaments sont toujours sûrs et appropriés pour vous, en tenant compte de votre état de santé. Une revue de médication, ça ne sert pas seulement à détecter les soucis, mais ça permet également à identifier des problèmes que vous pourriez avoir avec votre médicament. Des problèmes, pas seulement effets secondaires, mais beaucoup plus différents soucis qu'il peut y avoir. Et alors, discuter de voir s'il y a une possibilité de réduire ou d'arrêter un médicament. Si on revient à Fiona, on voit qu'ici qu'elle souffre de surcharge de médicaments. Parce que nous, en tant que professionnels de santé, on peut lui proposer de faire une revue de médication. Mais comment est-ce que concrètement on peut faire cette revue de médication? Donc la première chose à savoir, c'est qu'une revue de médication, c'est un travail qui quand même il faut vraiment consacrer du temps, pouvoir parler avec le patient. Et donc l'idéal, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avec votre pharmacien, votre médecin, votre infirmier. Vraiment prenez le temps de poser les choses, d'en parler clairement et de voir un par un chaque médicament s'il y a des changements à faire. La deuxième étape, après avoir pris le rendez-vous avec le professionnel de la santé, ce serait d'obtenir votre liste de médicaments. Donc, n'hésitez pas à demander ça à votre pharmacien. Généralement, en pharmacie, on prépare des tableaux avec toutes les médications. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il faut bien ajouter sur cette liste tous les médicaments que vous prenez sans ordonnance, notamment tout ce qui est vitamines, minéraux, Advil, Granol, etc. C'est important de le mentionner et de le mettre sur la liste parce que ce sont quand même des médicaments. Une fois qu'on a pris le rendez-vous, une fois qu'on a eu sa liste de médicaments, qu'est-ce qu'on fait? Il est important de préparer vos questions et d'être aussi prête à répondre aux questions du professionnel de la santé. Parce que ce qui est important, c'est que le patient est acteur. Donc, c'est lui qui connaît mieux que tout le monde son corps, les effets, les symptômes. Donc, ce qui est important de préparer, c'est comment est-ce que mes médicaments m'affectent-ils? Est-ce que je sens des effets secondaires? Est-ce que j'ai des objectifs de santé? Quelles sont mes valeurs? Et si par exemple mon médecin me dit, bah, écoute, ce médicament-là, il faudrait peut-être qu'on l'arrête. Est-ce que je suis prête à l'arrêter? Est-ce que je suis prête à diminuer la dose? C'est vraiment toutes des questions très délicates qui est quand même important de préparer avant de voir le médecin. Et la quatrième étape serait quand même de préparer des questions que vous pourriez poser à vos professionnels de la santé. Ce qui est important de savoir en tant que patient ou proche aidant, c'est de savoir pourquoi, quelle est la raison, l'indication du médicament que je prends. Pourquoi est-ce que je prends ce médicament-là? Pourquoi je prends l'autre? Et de vraiment devenir acteur de votre santé. Euh, N'hésitez pas non plus à poser des questions sur quels sont les effets potentiels bénéfiques et les risques euh, que je peux sentir en prenant ce médicament-là. Est-ce que ça peut m'affecter ma mémoire, causer des chutes? Euh, et aussi la question du suivi. Quand est-ce que je dois réévaluer ce médicament? Est-ce que vous me pensez d'aller chez ce médecin-là, etc. Et comme je vous l'avais dit auparavant, c'est que les soins de santé, c'est une collaboration entre le patient et les professionnels de la santé. Et donc, c'est une décision partagée. Euh, le patient connaît mieux que tout le monde son corps, ses symptômes. Le médecin, le pharmacien, spécialiste de médicaments, spécialiste de la maladie. Donc, on va mettre les deux perspectives ensemble pour pouvoir
prendre une décision la meilleure décision pour le patient. Mais il est aussi réel, et c'est tout à fait OK, de dire qu'il est parfois difficile de poser des questions aux professionnels de la santé, surtout lorsqu'on pense on a tendance à penser que c'est pas normal de poser. Ce que j'aimerais quand même passer comme message aujourd'hui en tant que pharmacienne, c'est que notre préoccupation, ce sont les patients, la santé des patients. Donc, si vous vous êtes bien avec vos traitements, nous, on est vraiment contente. Et le fait que vous veniez avec des questions précises, ça nous fait plaisir de nous aider. Certes, en tant que pharmacienne, en tant que professionnelle de la santé, on n'a pas une réponse à tout, mais on apprend ensemble. Moi, j'ai eu quand même pas mal de cas où des patients me venaient avec des questions que j'avais jamais entendues, mais on essaie de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait trouver la bonne solution et la bonne réponse pour le patient. Alors, donc si je reviens ici au concept de la déprescription, donc le fait d'arrêter ou de diminuer la dose d'un médicament, il y a quand même des inquiétudes et des défis qui peuvent être réels en face d'un professionnel de la santé. Une des premières inquiétudes qui a tout son sens, c'est se dire, mais si mon médecin n'a pas le temps ou mon pharmacien n'a pas le temps, c'est vrai qu'en tant que professionnel de la santé, on est quand même assez très occupé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la révision de vos médicaments fait partie de leur parcours, fait partie de leur métier. Vous êtes au centre de tout. Et on est là pour vous, et ils sont là pour vous, et posez toutes les questions que vous voulez. Ça fait partie de leur travail et ça leur fait plaisir, honnêtement. Il est tout à fait parfois normal que parfois certaines questions prennent beaucoup plus de temps et donc c'est pour ça que l'idée de prendre un rendez-vous est beaucoup plus intéressante. Ça vous avez vraiment le temps de bien poser toutes les questions que vous voulez. Une autre inquiétude qui peut être possible, c'est et si mon médecin de famille est plutôt réticent à changer la prescription de mon spécialiste? C'est une question très pertinente qui arrive souvent aussi. Car on voit beaucoup de médecins qui peuvent parfois rendre quand même, se montrent assez hésitants à modifier une prescription d'un autre médecin. Mais sachez qu'en posant la question à votre médecin de famille au sujet d'un médicament qui a été prescrit par un cardiologue, un pneumologue, un spécialiste, vous ouvrez la conversation à la déprescription et vous l'invitez à remettre en question ce qui a été prescrit. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'un médecin de famille a le droit de revoir ou modifier la prescription de votre spécialiste. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que le médecin de famille ne prend pas la décision de manière seule, mais prend aussi cette décision en collaboration avec le spécialiste. Une autre inquiétude qui peut être assez possible, est-ce que je peux poser des questions sur les effets secondaires? Est-ce que je peux poser des questions sur un médicament si je n'ai aucun effet secondaire? Absolument oui. Vous pouvez, et alors vous devez d'ailleurs toujours poser des questions sur les médicaments, même si vous n'avez pas d'effet secondaire négatif en le prenant. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'un effet secondaire n'arrive pas toujours au début d'un traitement, mais peut aussi arriver au cours du traitement, parfois à la fin du traitement. Et donc c'est important de discuter régulièrement de la nécessité de chaque médicament que vous preniez pour être toujours en équilibre avec ces effets bénéfices-risques. Cela dit, on a quand même aussi beaucoup de patients qui expriment leurs inquiétudes quant au fait que leurs médecins, leurs infirmières, leurs pharmaciens ne considéraient pas la description des médicaments, sinon pas eu de réaction indésirable à celui-ci. Mais ce qui est important, c'est qu'il est quand même préférable toujours d'être prudent et de poser des questions afin de prévenir des effets néfastes qui pourraient, avant qu'ils ne surviennent. Il est tout à fait normal de poser la question, ben, est-ce que ce médicament est toujours adapté pour moi? N'hésitez vraiment pas à ouvrir la conversation. Euh, Ça nous amène parfois à... Donc, on ouvre le sujet sur un médicament, puis on creuse, on voit qu'il y a différentes choses on pourrait prévenir. Une autre inquiétude qui est possible, et si mes symptômes reviennent après avoir arrêté un traitement? Un retour des symptômes est tout à fait possible, euh, mais ce qui est important de différencier, c'est à l'arrêt d'un traitement, on peut avoir des symptômes temporaires
ou alors des effets de sevrage. Et donc, lorsque vous travaillez avec un professionnel de la santé, ça va permettre de vous aider de distinguer si c'est un retour des symptômes, c'est juste une période de sevrage qui peut être juste temporaire et qui pourrait euh, disparaître par la suite. Au lieu de parler du mot de la déprescription, certains patients utilisent l'expression de faire une pause et de surveiller. C'est assez souvent. Cette expression reflète bien le processus de la déprescription. Donc, on réduit lentement la dose, ou alors on fait une pause d'un médicament et on essaie de voir comment est-ce qu'on réagit. Est-ce qu'il y a moins d'effets secondaires? Est-ce que la qualité de vie s'améliore? Et dans certains cas, ce qui se passe quand on arrête et on surveille, ça ne passe pas comme prévu, bah, il est tout à fait possible de reprendre le médicament, on le réintroduit, euh, toujours sous la surveillance. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose de très possible. Donc si on revient à l'histoire de Fiona, donc elle a opté pour une revue de médicaments avec son professionnel de la santé, et le médecin examine constate qu'un de ces nouveaux médicaments pour le diabète avait baissé sa tension artérielle. Donc, après discussion, le médecin décide d'arrêter un de ces médicaments et de réduire la dose d'un autre médicament. Et comme 2 semaines plus tard, Fiona se sent beaucoup plus énergétique, beaucoup mieux et reprend ses activités. Donc, comme on l'a vu avec l'exemple de Fiona, il est essentiel de revoir et régulièrement tous vos médicaments avec un professionnel de la santé pour pouvoir surveiller la surcharge de médicaments, mais également de protéger votre santé, prévenir des effets secondaires qui pourraient aboutir à des effets irréversibles. Là, j'aimerais peut-être revenir sur, en tant que professionnel de la santé, lorsqu'on est derrière le comptoir, on a des phrases qui nous font tilt. Et, OK, il y a quelque chose ici, on pourrait creuser, qui pourrait ou une revue de médication pourrait être nécessaire pour le patient. Je vais vous montrer ces exemples de phrases que vos proches ou votre entourage pourraient dire, qui pourraient être signe de peut-être qu'on pourrait demander une revue de médication à un médecin ou au pharmacien. Une des phrases, c'est ma mémoire me joue quand même des tours, j'ai des difficultés à me souvenir des choses. Ou alors on a un bleu sur son bras, alors que le patient a juste eu un petit coup sur la table, ce bleu s'aggrave, elle continue à s'agrandir. Ça, c'est signe que comme quoi il y a un effet secondaire important. On peut aussi entendre des phrases comme «Je veux venir à l'activité organisée cette semaine, mais j'ai quand même pas mal du perte urinaire dernièrement». Ça aussi, c'est signe qu'il faut creuser. On a aussi souvent des patients qui, dû au nombre important de médicaments qu'ils prennent, sont quand même embêtés par le nombre de médicaments. C'est aussi des choses qui peuvent être prises en charge, qui peuvent nécessiter une revue médicamenteuse. Donc des patients qui prennent 4 fois, 5 fois par jour un traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en tant que proche aidant, en tant que patient concerné par la surcharge de médicaments? C'est vous informer. Vous informer sur vos médications et sur les raisons pourquoi vous les prenez. Donc, vraiment tenir ça au contrôle. Et n'hésitez pas à engager la discussion avec votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier. Voir s'il y a d'autres options non médicamenteuses, s'il y a des options de déprescription. Et alors, diffuser l'information comme quoi la déprescription existe. Ce n'est pas parce qu'on a eu une prescription d'un médicament que cette prescription est éternelle. C'est intéressant de réévaluer et poser la question à votre médecin mais bon, dans combien de temps me conseillerais-tu de demander une réévaluation, par exemple? Ça peut être une question assez pertinente. Euh, et donc, n'hésitez pas, posez des questions, restez informés, soyez proactifs et devenez acteur de votre santé. En tant que pharmacienne, moi, ça me fait super plaisir quand des patients viennent me poser des questions et on essaie de voir ensemble. Et lorsqu'on trouve un effet secondaire qui altère la qualité de vie et lorsqu'on arrive à trouver la solution,
voir que la qualité de vie du patient s'améliore et qu'elle est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus énergétique, ça fait hyper plaisir aux professionnels de la santé. Ça, c'est un truc que j'aimerais quand même vous dire. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Les slides suivants, ça va être des slides ou des partages d'informations sur bah, la déprescription, qu'est-ce que c'est, l'utilisation sécuritaire des médicaments, qu'est-ce que c'est. Et nous, en tant que réseau canadien, on a un site qui est réseaudesprescriptions.ca. On a beaucoup, enfin, différentes formes d'informations, de folders dans différentes langues. Et l'idée, c'est vraiment de vous fournir les informations importantes et de devenir acteur de votre santé. Voilà, voilà. J'ai fini pour la présentation. Et donc là, c'est à votre tour. Si vous avez des questions, des questions ou des choses à partager, je suis là. Merci beaucoup, Koubra. Wow, beaucoup d'informations. Puis je jasais avec ma collègue Marnie un peu plus tôt. Puis ça, c'est c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ma maman a souffert de Parkinson's, puis on a tellement géré de médicaments, puis on a eu tellement de conversations avec ses médecins par rapport à ajuster les doses, puis tout ça. C'est vraiment, il faut pas avoir peur de poser des questions, Surtout puis pas. il faut rechercher l'information aussi. Euh, Exactement. j'ai beaucoup aimé ta suggestion avec les 5 questions à poser quand on nous donne un nouveau médicament. Puis je pense que c'est un bel outil, ça, puis que ça va bien avec on a un outil, nous, qu'on appelle notre carnet de route de la santé. Puis c'est un endroit où on peut noter là, tous les médicaments qu'on prend, oui, tous nos médecins avec qui on consulte, tenir compte de nos rendez-vous, de nos routines, puis tout ça. Mais c'est aussi, ça serait un bel endroit pour mettre, pour écrire ces questions-là, puis les apporter avec nous quand on va voir le médecin ou quand on va voir notre pharmacien, notre pharmacienne. Euh, et puis, donc, j'encourage les gens à aller chercher ça sur notre site web. Euh, Moi, j'ai une couple de questions. Est-ce que, évidemment, à chaque fois qu'on a un nouveau médicament, je pense que c'est une belle occasion de demander une révision, là, une revue de médicaments. Est-ce qu'il y aurait d'autres, parce que souvent les gens restent avec les mêmes médicaments pendant des années. À quelle fréquence est-ce que vous suggérez qu'on devrait faire le point là, comme ça avec notre médecin de famille ou notre pharmacien? Bah, ça, je dirais que ça dépend un peu de du médicament dont on parle. Si on parle par exemple des médicaments les somnifères, ça, la vérification doit être quand même faite sur une courte durée. Mhm, Mais si on parle de maladies chroniques, notamment, par exemple, d'autres médicaments à risque que j'ai à l'esprit, c'est par exemple les anticoagulants. mhm, Les médicaments qui permettent de fluidifier le sang. On peut avoir beaucoup d'effets secondaires, notamment les bleus. mhm, Donc, l'idée, c'est vraiment, je révise chaque année pour les médications chroniques. Généralement, on a un rendez-vous chez le spécialiste pour vérifier la médication. Ce serait l'occasion d'ouvrir la question sur ça. Mais alors, pour d'autres médicaments à risque, c'est plus court. Ce qui est important de savoir, c'est aussi, euh, enfin, je dirais ça plus pour les médicaments de court terme. Ce qui est important de savoir avec les médicaments, c'est qu'il faut les utiliser à la bonne dose et le temps adéquat. Si par exemple le médecin pour les somnifères, justement, quand il précise une semaine, c'est important de juste respecter une semaine, pas mhm. aller au-delà d'une semaine, parce qu'il y a beaucoup plus de risques après une semaine. Donc voilà, je pense que tout dépend quand même de la médication. Ouais, puis c'est aussi beaucoup de communication, hein. Je pense que c'est Beaucoup ça de le communication point. avec le pharmacien. Ouais. Je pense en tout cas, moi, je sais qu'une des choses, une des barrières qu'on a vues avec mes parents, c'est que cette génération-là aussi n'ont pas tendance à questionner l'autorité d'un médecin. Fait qu'il y a Oui, eu une petite éducation à faire avec eux là-dessus aussi, là. Puis je pense que c'est ça, quand on parle d'aînés, je pense que c'est probablement quelque chose que vous voyez aussi. oui, clairement. Ouais. Clairement. C'est assez souvent, d'ailleurs. Mais Mhm. ça, c'est aussi une opportunité pour nous, quand ils viennent en pharmacie, d'ouvrir la discussion sur les médicaments et puis pouvoir... parce qu'ils sont quand même parfois pas très à l'aise de parler de ça. Non. Ouais. Ouais. Mais comme je vous le dis, en tant que personne derrière le comptoir,
poser toutes les questions. On adore avoir des questions des patients et on adore aider les patients. On est là Mhm. pour vous, en fait. C'est vraiment le message clé que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est que on est là pour vous. Ouais, Si vous êtes bien, on est bien. Si vous êtes mal, on est mal aussi. Voilà. ben oui, ben oui. Euh, et puis, est-ce que, moi, une autre question, c'est par rapport, encore avec les aînés, vous avez parlé des facteurs là, qui peuvent influencer comment les médicaments fonctionnent différemment ou euh, prennent plus ou moins de temps à faire effet. Euh, L'activité physique aussi doit avoir un impact là-dedans aussi, non? Oui, clairement, clairement. Au plus une personne est active, je parle plus pour les personnes âgées, mais au plus une personne est active, au plus le corps reste jeune, au plus bah, il y a moins d'effets de subir des effets secondaires beaucoup plus longtemps. Donc Mhm. l'activité physique, surtout pour les personnes âgées, qui sont beaucoup moins actives que les personnes jeunes, ça a une super importance, ça, c'est clair. Ouais, ouais. Ça peut affecter la façon dont le médicament fonctionne aussi. Oui, oui, clairement. Ouais, oui. Ben, merci beaucoup, Koubra, pour être venu aujourd'hui. Je voulais te remercier d'avoir partagé avec nous et puis je remercie aussi le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription pour le contenu de la présentation aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous et toutes pour votre participation et nous espérons que vous avez trouvé les informations présentées aujourd'hui utiles. Merci. Merci beaucoup. Bah, moi, j'aimerais quand même remercier à tous les patients et à vous, en tant qu'organisme pour les aidants naturels. Vous faites un travail incroyable. Ça, en tant que personne, je suis très honorée d'avoir partagé les informations aujourd'hui. J'espère que ça a pu éclairer certains patients. Ah bah, merci pour votre temps, votre énergie. Ça a une importance incroyable. Merci de rien. Moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci.